Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nouvelle interview, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est du côté de la micronutrition et de la médecine fonctionnelle que nous allons aller chercher des solutions pour améliorer notre sommeil, notre santé et lutter contre la fatigue chronique. Alors, je vous invite aujourd'hui en Haute-Loire. Nous sommes à Yssingeaux et je suis en compagnie du docteur Anne Lombard qui a la gentillesse de nous accueillir pour répondre à mes questions. Bonjour Anne. Bonjour Vanessa. Tout d'abord, merci vraiment de nous recevoir ici dans ton cabinet à Yssingeaux. Tu es médecin donc spécialisé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors la médecine fonctionnelle, en fait, elle a pour but de travailler sur nos cellules. C'est-à-dire qu'elle essaie de voir comment fonctionnent nos cellules, Oui. comment on peut les nourrir correctement, comment on peut les aider à faire une fonction qui soit satisfaisante, qu'elles puissent bien répondre à leur fonction, produire nos hormones. Donc on travaille vraiment sur la cellule, ce qui va permettre à la cellule de bien fonctionner, puis à l'organe, puis à l'individu en général. On travaille un petit peu en amont de la médecine allopathique, c'est-à-dire qu'on essaie de vraiment faire en sorte que notre organisme puisse lui-même se débrouiller pour produire ce qui est bon pour notre fonctionnement. Entre autres, si on parle du sommeil, nos hormones cérébrales. Comment on peut faire en nourrissant correctement nos cellules pour que notre cerveau produise ce qui est bon pour nous, pour qu'on puisse être en forme, qu'on puisse bien dormir. Alors, c'est vraiment ce qui m'a séduite moi dans cette médecine, c'est que, si j'ai bien compris, elle ne cherche pas seulement à traiter un symptôme, comme malheureusement c'est un peu trop souvent le cas dans ces problèmes du sommeil, mais vraiment à aller chercher la cause des causes et donc à donner à l'organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire Voilà. qu'on ne substitue pas la fonction de l'organe, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de traitement pour remplacer la fonction de l'organe. On va essayer de voir pourquoi ça dysfonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, comprendre le raisonnement, comment on est plus fatigué, pourquoi, qu'est-ce qu'on ne fabrique pas pour en arriver là, et essayer de mettre en place par notre alimentation, par des compléments si besoin, par d'autres méthodes, parce que c'est souvent pluridisciplinaire, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre organe il se débrouille tout seul et qu'on ne se substitue pas à sa fonction. Alors, ce que tu viens de dire est très intéressant parce que ça montre que du coup, on a la possibilité, nous, en tant qu'individus, d'agir, notamment à travers la nutrition, l'alimentation. Et donc, ça introduit la question que je voulais te poser, finalement, comment cette médecine nutritionnelle peut nous aider quand on a un problème de sommeil ou de fatigue chronique, parce qu'on va voir qu'il y a des liens à faire, bien entendu, puis quand on a mal dormi, on se réveille le matin, on est épuisé déjà. Comment cette médecine fonctionnelle, nutritionnelle peut nous aider? Alors déjà, moi je vais peut-être prendre l'exemple d'une consultation, je crois que ce sera assez simple, ça sera plus explicite. Quand déjà les gens se présentent avec des troubles du sommeil, il y a quand même une priorité, c'est un minimum de bilan de base, entre autres vérifier qu'il n'y ait pas d'apnée du sommeil. Et puis un bilan, je dirais, endocrinien pour être sûr qu'il n'y ait pas un dérèglement au niveau de nos hormones. Je pense entre autres au cortisol, qui est l'hormone du stress, qui peut entraîner des troubles du sommeil. Et puis une fois qu'on a bien travaillé là-dessus, qu'on a éliminé, voire qu'on a trouvé, parce que l'un n'empêche pas l'autre, l'intérêt c'est de se dire on est acteur, c'est-à-dire qu'on peut mettre des choses en place pour améliorer notre sommeil. Donc déjà ça va commencer par notre alimentation. Il faut bien savoir que si on veut produire notre hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine, il faut aussi donner ce qu'il faut à notre organisme pour qu'il puisse la produire. Et inversement, le matin pour avoir la pêche, c'est la dopamine, entre autres, c'est l'hormone de la combativité, celle qui donne de l'énergie. Et bien c'est pareil, il faut qu'on puisse la produire. Donc effectivement, il est important de manger en fonction de ces rythmes et de ces productions de ces hormones. On va reprendre pour le matin, par exemple. Pour le matin, pour fabriquer cette dopamine, déjà il faut éviter de manger du sucre, parce que le sucre empêche le passage de la dopamine dans notre cerveau. Donc déjà, les petits déjeuners sucrés, ce n'est pas une très très bonne idée, parce qu'effectivement, ce sucre nous empêche de fabriquer cette hormone. En plus, il faut bien savoir que malgré tout, le sucre, on précisera un petit peu peut-être la notion de sucre, on parle maintenant de charge glycémique, de pouvoir sucrant de l'aliment. Plus cet aliment est sucrant, plus 2 heures après, on va avoir un effet rebond avec une sorte d'hypoglycémie. C'est-à-dire que le sucre qu'on a mangé, s'il était trop rapide, 2 heures après, on n'en a plus et 2 heures après, on n'est pas bien. C'est ce qui fait que souvent, vers 10-11 heures du matin, on se retrouve un peu fatigué, le creux à l'estomac, voire énervé, parce qu'on est un peu stressé, parce qu'on est un peu en hypoglycémie. Je dirais c'est typiquement les enfants en fin de matinée qui sont énervés comme des puces, comme on dit. C'est parce que souvent, ils ont mangé trop de sucre.
je me permets de t'interrompre. Alors effectivement, c'est intéressant de se rendre compte que le sommeil, finalement, il se prépare dès le Exactement, matin, parce que si y on veut être en compris pour les forme, enfants. tout à fait. Si on veut pouvoir dormir le soir, il faut avoir passé une journée en forme. Parce que si vous passez dès la matinée, vous êtes fatigué dès le matin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez compenser avec votre hormone du stress qu'on appelle le cortisol. C'est-à-dire que pour tenir la tête hors de l'eau, j'aime bien cette expression parce que c'est un petit peu ça, eh ben, on va essayer de travailler différemment et notre corps va substituer à cette dopamine en travaillant sur nos glandes surrénales et en produisant du cortisol qui est l'hormone du stress. Si bien que toute la journée, on va être plutôt énervé. Ce n'est pas de l'énergie positive, on va être énervé, stressé, ce qui fait qu'en fin de journée, on va être encore énervé et que du coup, quand on ira se coucher, on ne sera pas très reposé parce qu'on aura encore ces pics de stress. Donc déjà, ça peut jouer aussi sur le fait que le sommeil soit moins reposé. C'est fabuleux parce que ça va vraiment à l'encontre, en tout cas c'est quasiment différent de ce qu'on peut avoir comme solution quand on a des troubles du sommeil. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont pu avoir comme moi, comme réponse souvent plutôt des réponses thérapeutiques, anxiolytiques, somnifères, etc. Et se dire que, comme on le sait depuis longtemps, c'est dans notre assiette, bien sûr, notre alimentation qui est notre première médecine. Finalement, dans l'assiette, on trouve les solutions dès le matin. Si Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Exactement. Ça commence comme ça. Donc déjà, pour bien dormir, il faut être en forme le matin. Le matin. Et à l'inverse, pour le soir, justement, alors là, c'est important un peu le sucre, justement, mais encore une fois, il faut nourrir son corps avec du diesel et non pas de l'essence, c'est-à-dire qu'il faut une énergie lente. Et effectivement, beaucoup le soir, c'est bien d'avoir un sucre, mais je dirais lent, très très lent. Et je reviens à ma définition de pouvoir sucrant d'aliment, de charge glycémique. Il faut un aliment qui a un pouvoir sucrant bas pour qu'on ait un taux de sucre très régulier toute la nuit, pour qu'on dorme correctement. Il faut oublier que la nuit, on a un jeûne prolongé quand même. Si on mange à 7, plus 8 heures du soir maintenant, jusqu'au lendemain à 7 heures du matin, on a quand même un certain nombre d'heures sans apport d'énergie. Et malgré tout, la nuit, eh bien, il y a des fonctions vitales qui ont besoin d'être assurées, la digestion, il y a plein de choses. Donc ça demande de l'énergie, bien sûr. Donc ça demande de l'énergie, ça. Mais ça demande de l'énergie lente, justement, pour assurer toutes ces heures. Donc là, au contraire, le soir, il est bien de manger un sucre lent, type, moi j'explique souvent à mes patients, riz complet, lentilles, les pois chiches, toutes les légumineuses associées à des céréales. On évite les céréales raffinées, les céréales blanches parce qu'elles sont bourrées de sucre, donc ça n'a aucun intérêt. La baguette de pain blanc, c'est une catastrophe. La baguette de pain blanc, c'est que du sucre. Les pâtes blanches. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il faut faire cuire les pâtes al dente et pas trop cuites, parce que moins on les fait cuire, moins elles sont sucrantes. Mais au lieu de prendre des pâtes blanches, on va privilégier des pâtes complètes. Tout simplement revenir à des céréales plus anciennes, moins raffinées, qui sont beaucoup moins sucrantes et qui feront qu'on aura une énergie très régulière toute la nuit, juste ce qu'il faut pour bien dormir. Parce qu'il ne faut pas rêver, si on ne dort pas bien aussi la nuit ou si on a un sommeil fractionné, c'est soit qu'on a mangé la tartiflette du soir qui est complètement indigeste, soit qu'on n'a pas assez mangé, type une petite salade, et résultat, à 2 heures du matin, on est réveillé et on a un sommeil très léger, qui est toujours fractionné. Donc il faut une énergie lente pour avoir un sommeil reposé. Donc en fait, la qualité de notre sommeil va aussi reposer sur le repas, enfin l'équilibre de notre repas du soir. Donc peu gras. Peu gras. Alors le gras, moi j'aime bien le matin parce que c'est une source d'énergie. Parce que le matin, il nous faut de l'énergie. Donc le gras, c'est très intéressant. Si on aime le fromage, eh ben, autant le prendre le matin. Parce qu'effectivement, le soir, on ne va pas courir le soir. Donc effectivement, il faut éviter plutôt le gras et les sucres rapides le soir. Et troisième chose que je déconseille quand même le soir, c'est les protéines animales. À part les petits poissons gras qui sont intéressants, parce qu'ils ont les macros. Exactement. Mais le bon steak du soir, c'est pas une très bonne idée parce que justement, c'est lourd à digérer et que ça va pas être la meilleure des solutions pour bien dormir. Et il vaut mieux privilégier un petit peu de légumes avec des céréales complètes le soir. D'accord. Alors là, on a compris, ça permet à l'organisme d'avoir tout ce dont il a besoin pour assumer le fonctionnement de ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire maintenir la température du corps, on continue à digérer. Bien sûr. Notre cerveau travaille aussi d'une autre manière, mais il travaille pendant la nuit. Et est-ce que donc ça va aussi jouer sur ce qu'on appelle la mélatonine, la fabrication de cette hormone du sommeil? Alors en fait, les sucres lents vont nous permettre de fabriquer, d'abord c'est notre sérotonine, qui est l'hormone en fait de la détente, de la joie de vivre et de l'apaisement. Et c'est celle-ci qui, la nuit, va se transformer en mélatonine et qui va nous permettre de bien dormir. Donc c'est pour ça qu'il est
important de manger le sucre lent le soir. Et les petits sucres rapides, quand même les petits plaisirs, vers 17h. Ça peut être pas inintéressant parce que pareil, ça va nous goûter. Voilà, au moment du goûter, ça va nous permettre de commencer à fabriquer notre sérotonine qui, en fin de journée, à l'obscurité, par le fait qu'il n'y ait plus de lumière, se transforme en mélatonine. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Donc, c'est vraiment tout un équilibre de vie, une hygiène de vie tout au long de la journée. Et c'est vrai que les rythmes aujourd'hui de travail font que… on n'écoute pas forcément tout ça, on ne prend pas le temps de déjeuner le matin. Tout à fait. Ou si on mange à l'extérieur, y compris le soir. Je pense aux personnes qui sont en déplacement professionnel. Donc ça s'anticipe et ça veut dire modifier son programme, son menu d'emblée, savoir choisir les bons aliments. Organiser les choses. Et c'est important aussi chez les enfants. Parce que effectivement, les enfants, si on arrive à leur faire manger un petit peu du salé le matin, pourquoi pas un peu de fromage, un peu de jambon, voilà, exactement. Déjà, ils auront moins d'hypoglycémie en fin de matinée. Et pareil pour le soir. Un enfant, il faut effectivement qu'il mange un sucre lent le soir pour qu'il soit reposé, qu'il ait un sommeil récupérateur. C'est ça qui est important. Le sommeil, c'est pas forcément le temps, c'est la qualité du sommeil. Ce qui est important, c'est de se réveiller le matin et de se dire j'ai dormi. Le sentiment d'avoir un sommeil récupérateur. Ça, c'est vraiment le terme qui est important. Oui, parce que quand on a des troubles du sommeil, parfois on peut avoir dormi, enfin rester couché longtemps, même avoir le sentiment d'avoir dormi, et pour autant être fatigué dès le matin. Et être fatigué dès le matin parce que le sommeil n'a pas été récupérateur. Exactement. Alors, ça va quand même à l'encontre de ce qu'on nous a expliqué jusqu'à présent, parce que notamment, on voit les petits déjeuners des enfants avec les céréales très sucrées de l'industrie, les cacaos, etc. Confiture, c'est le petit déjeuner bien français. Il faut changer ce comportement-là, c'est pas bien facile. sûr, c'est que du sucre effectivement, et le sucre, plus on mange de ce type de sucre, donc on va appeler très rapide, plus on en aura envie, parce que 2 heures après, on a de nouveau faim, donc on va reconsommer du sucre, et c'est ce qui fait que les gens sont accros au sucre. Mais en fait, cette situation les rend encore plus dépendants, encore plus fatigués, parce qu'effectivement, plus on mange du sucre, plus on va avoir des hypoglycémies derrière, plus on va être fatigué. Et c'est un vrai cercle vicieux, parce qu'en même temps, quand on est fatigué, on a l'impression qu'on a besoin d'énergie tout le temps, donc on n'arrête pas de vouloir manger du sucre. Donc c'est une boucle infernale, quoi. Alors, j'ai compris justement à ce sujet que la nuit, lorsque l'on dort, on fabrique 2 hormones, tu me corriges si je me trompe, qui sont la myéline et la gréline. Oui, qui permettent de réguler l'appétit, le sentiment de satiété. Exactement. C'est pour ça qu'en plus, les gens qui ont des troubles du sommeil, effectivement, auront des pulsions alimentaires plus importantes la journée. Alors en plus, pour le stress, on revient au problème du stress, puisque si on est fatigué, on va refabriquer notre hormone du stress, et pour se calmer le stress, c'est le sucre. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on aura tendance à manger du chocolat, c'est assez connu, pour nous calmer justement. Donc c'est un vrai cercle vicieux en fait. En fait, c'est le cerveau envoie le message, dire écoute, tu n'as pas assez récupéré d'énergie pendant ton sommeil, il faut que tu ailles chercher cette énergie ailleurs. Et notamment, en plus, il a besoin de réconfort, donc le système de récompense qui nous dit je veux mon petit plaisir, et on se jette sur tout ce qu'il ne faut pas. Voilà. Ce qui est paradoxal, parce qu'à côté de ça, quand on fait ces petits plaisirs-là, en même temps, souvent on culpabilise de l'avoir fait. Donc c'est une récompense qui est très aiguë. Et finalement, derrière, c'est pas mieux derrière. Donc il faut vraiment apprendre à changer ce comportement en se disant, c'est dès le départ, dans ce que je mets dans mon assiette au quotidien, dans mes repas, qui va permettre d'être mieux, de mieux dormir et d'être moins stressé. C'est d'autant plus compliqué qu'on a beaucoup de sucre caché. Les industriels nous piègent en mettant des sucres un peu partout, y compris dans des aliments ou des plats salés. Donc il faut être assez vigilant, et l'ennemi numéro 1, c'est le sucre finalement. Bien sûr. Pour moi, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est le sucre. Exactement. On a beaucoup parlé du gras. Alors effectivement, il y a des graisses qui sont moins intéressantes que d'autres, mais malgré tout, le gras, comme les fameux oméga 3, sont quand même très très bons à la santé. C'est important d'en consommer. On est même limite carencé, enfin on est même très carencé en oméga 3. Donc c'est notre huile de colza, c'est les petits poissons gras, ça c'est indispensable à notre alimentation. Mais moi, vraiment, je pense que l'ennemi public numéro 1, c'est le sucre. Et en plus, parce que les aliments sucrants vont stimuler énormément notre insuline, qui est l'hormone du stockage du sucre, et l'hypersécrétion d'insuline favorise l'inflammation chronique. Donc on entretient dans ces maladies, on en revient à ce qu'on disait, dans ces fibromyalgies, ces pathologies de fatigue chronique, on retrouve beaucoup de douleurs, mais effectivement, ce sucre va nourrir l'inflammation
et va entretenir ces douleurs inflammatoires. Ouais, qui peut aussi Bien amener sûr. à d'autres pathologies. Bien sûr. Je pense au diabète de type 2, Tout à fait, cancer. bien sûr. Et Tout ce qui est chronique, toutes tout ces ce qui est maladies chronique, chroniques, effectivement. qui explose Tout aujourd'hui à fait. littéralement. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit bien qu'il y a une explosion de ces maladies chroniques inflammatoires. On sait répondre à la médecine d'urgence. On a un système de médecine d'urgence qui est fantastique. On ne peut rien lui reprocher. Mais en médecine chronique, à un moment donné, on voit qu'on n'y arrive plus là. Parce qu'il faut peut-être s'occuper de notre terrain, se poser les bonnes questions, comment se nourrir, ce qu'on peut éviter de prendre pour ne pas nourrir l'inflammation. Et puis surtout, de travailler de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans ces maladies chroniques, ce n'est pas qu'un intervenant, c'est la nutrition, parce qu'on parle de ça, et puis parce que la nutrition, ça nous permet d'être acteurs de notre santé, ce qui est quand même très important, mais ça va être la gestion du stress, l'activité physique, tout ce qui va autour. Et c'est là-dessus, en travaillant là-dessus, on pourra donner des réponses intéressantes dans ces pathologies chroniques. Voilà, alors cette approche multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, c'est vraiment ce à quoi je m'attache et que je veux partager à travers ces vidéos et ces interviews. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit un petit peu en amont, parce que tu as parlé de l'appétence pour le sucre, mais tu as dit aussi le chocolat. Alors le chocolat, le chocolat, le bon chocolat, le chocolat noir, moins sucré, il est aussi intéressant parce qu'on dit qu'il est riche en magnésium. Bien sûr. Et j'aimerais que tu nous parles du magnésium parce que j'ai cru comprendre que le magnésium c'était aussi eh bien, un nutriment qui est primordial. Qui est primordial pour la gestion du stress, Bien du sûr. coup, Du pour sommeil le aussi. sommeil. Et on est aussi très carencé en Bien magnésium. sûr, c'est ce dont nous manquons plus, le magnésium. C'est toujours, le magnésium, c'est l'antistress et l'antifatigue. Le problème, c'est justement quand on est stressé, quand on travaille trop, quand on fabrique trop notre hormone du stress, le cortisol, on l'élimine au niveau urinaire, on élimine notre magnésium. Si bien c'est un cercle vicieux, parce que plus on est stressé, moins on garde le magnésium, mais comme le magnésium c'est anti-stress, on est encore plus stressé. Donc c'est vraiment, effectivement, il ne faut pas hésiter à apporter à ce supplémentaire en magnésium, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'il intervient dans énormément de fonctions de notre organisme, entre autres pour le stress, mais pour énormément de choses. Alors, effectivement, donc, la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, entraîne une fuite urinaire du magnésium. Tout à fait. Qui lui est l'antistress. Qui lui est l'antistress. Donc, on est dans un cercle vicieux. Tout à fait. Et ce magnésium, alors, à quel moment on doit le prendre? Est-ce qu'on peut le prendre librement? Est-ce qu'on a besoin d'une prescription? Quel type de magnésium tu conseilles? Alors moi, je conseille beaucoup le glycérophosphate de magnésium parce que d'abord, il n'a aucune conséquence, enfin, il est très bien supporté parce que le problème du magnésium, c'est qu'effectivement… Glycérophosphate de magnésium, on va vous l'écrire en dessous de la vidéo parce que c'est un mot compliqué, mais on le trouve assez facilement Tout à dans fait. n'importe quelle bonne Parce pharmacie. que justement, il ne donne pas trop de troubles digestifs et qu'il est très bien absorbé justement et qui, alors associé à d'autres choses, il permet de bien passer au niveau du cerveau. Le magnésium, donc il faut… C'est minimum 600 mg par jour quand même, entre 5 et 600 mg par jour, donc c'est beaucoup. Moi, je le conseille beaucoup le matin et à midi, ça peut être bien le soir. Quelques personnes, dont moi, c'est pour ça que peuvent être un petit peu sensibles au magnésium le soir, c'est-à-dire que ça peut plus leur donner la pêche que les calmer. Mais après, il y a différentes façons de le prendre, mais c'est un minéral dont nous manquons énormément et effectivement, il ne faut pas hésiter à se supplémenter en magnésium. Alors, magnésium marin aussi qu'on trouve souvent, qui est très bien aussi, hein, qui est bien… Voilà. Moi, c'est vrai que je suis très glycérophosphate de magnésium parce qu'il passe très bien le cerveau et effectivement, les résultats sont exceptionnels. Donc, importance d'avoir une qualité donc, du produit. Bien sûr. Pour qu'il soit absorbé et qu'il soit vraiment efficace, parce que sinon on va l'éliminer. Tout à fait. Sinon après c'est l'alimentation qui est censée apporter tout ce qu'il faut. Alors, les aliments qui contiennent beaucoup de magnésium, ce sont lesquels? Donc le cacao, le chocolat du coup, voilà. Les légumes secs, les amandes, les fruits secs, les céréales complètes. C'est parfait l'hiver. Exactement. Justement, c'est une période où on a encore plus besoin de magnésium. Bien sûr. Parce que ce qu'on n'a pas dit, enfin tu as dit que le magnésium, il fallait l'associer à d'autres nutriments. La vitamine D? Bien sûr, la vitamine D est indispensable aussi. Parle-nous de la vitamine D. La vitamine D, elle est extraordinaire. Alors, elle a énormément de fonctions. Bien sûr, on la connaît par rapport à l'absorption du calcium, c'est-à-dire c'est ça qui permet d'absorber correctement notre calcium. Mais la vitamine D, elle a d'autres rôles. Elle a un rôle sur l'immunité. Elle permet d'absorber le magnésium aussi. Magnésium, le calcium. Donc, elle va jouer sur notre immunité. Elle a un rôle anti-inflammatoire. Donc, elle a énormément de fonctions, la vitamine D. Le problème, c'est qu'on est excessivement carencé en vitamine D. Et pas que, mais même dans le sud finalement.
évidemment. Bon, chez nous particulièrement, encore qu'il y a du soleil, mais on a énormément de carences en vitamine D. Et en plus, encore faut-il l'absorber. Déjà, la vitamine D est une vitamine qui est soluble dans les graisses. Donc effectivement, il ne faut pas la prendre à jeun, il vaut mieux la prendre avec du gras pour qu'elle soit absorbée. Et c'est toujours pareil. Moi, c'est ce que j'explique beaucoup à mes patients, c'est que c'est pas tout. Alors c'est important bien sûr de bien se nourrir, mais il y a aussi une fonction qui est importante, c'est la fonction d'absorption et la fonction digestive. Et que des fois, même si on se nourrit bien ou si on supplémente, il faut encore être sûr que on a la capacité exactement de le digérer et de l'absorber correctement. Et ça, c'est un petit peu aussi à la base de la médecine fonctionnelle, c'est de savoir comment on absorbe tout ça pour être sûr que ce que l'on prenne, on le garde, quoi, tout simplement. D'accord. C'est ça, c'est ta mission. C'est-à-dire que quand on vient te voir, c'est à ça que tu vas t'intéresser. La première des choses, c'est vraiment comment fonctionne le tube digestif. Tout à fait. Que ça, j'ai compris qu'en médecine fonctionnelle, tout démarre du tube digestif. En fait, cette capacité de notre tube à bien fonctionner, à bien absorber les bons nutriments et par contre justement à éliminer ceux dont on n'a pas besoin, et notamment les toxines, eh bien, c'est vraiment primordial. Donc toi, tu peux, à travers des analyses… Les bilans, bien sûr, moi c'est là-dessus que je m'intéresse beaucoup. Alors on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour vraiment tout connaître, mais enfin, en tout cas ça bouge beaucoup, sur la fonction digestive, sur la capacité d'absorption, sur notre microbiote, notre flore intestinale. Tous ces déséquilibres qu'on peut retrouver, ça peut expliquer effectivement énormément de choses, comme le fait de ne pas absorber correctement certaines vitamines ou de laisser passer effectivement comme des toxines. Ça peut expliquer aussi, on sait que l'intestin, que notre microbiote va jouer également sur la fabrication de nos hormones cérébrales, dont on sait que la plupart de notre sérotonine, qui est l'hormone qui est calmante, est fabriquée dans notre intestin, que notre intestin peut produire des bactéries qui peuvent avoir des conséquences cérébrales. On travaille dessus sur l'autisme, sur la maladie de Parkinson, sur les dépressions. On essaie de comprendre. On dit que c'est le deuxième cerveau, mais effectivement, ce n'est pas que philosophique. Il y a vraiment… Même que c'était même le bien premier. sûr. D'ailleurs, ça dirait du même tissu embryonnaire, c'est les mêmes origines. Et effectivement, on s'intéresse de plus en plus à cet intestin parce qu'on se rend compte qu'en permanence, il envoie des informations à notre cerveau qui ne sont pas anodines. Et c'est dans les deux sens, ça interagit en permanence. On sait maintenant qu'il y a 80% en fait des messages qui viennent de notre organisme qui vont vers le cerveau. Exactement. Et seulement 20% qui vont du cerveau qui redescendent. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Notre inconscient, enfin notre système nerveux autonome reçoit énormément d'informations et va réguler tout ça. Et donc finalement, il y a une grosse part qui échappe un peu à notre conscience. Et tout à fait. Tout ça se fait un peu… indépendamment de nous, donc voilà. Ouais. C'est pour ça que d'où l'importance effectivement de bien nourrir notre organisme, de bien nourrir notre intestin, pour que lui il puisse assurer ces fonctions qui sont primordiales, à la fois de défense. On a énormément d'anticorps dans notre intestin, il faut qu'elles soient performantes, ces anticorps soient performants, de filtrage, il faut que notre paroi intestinale fonctionne bien, qu'elle puisse bien laisser passer que ce qui est bon pour nous et qu'elle joue un rôle de barrière, il ne faut pas oublier. Et cette barrière, on peut la réparer. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut, tout à fait, il y a des choses qu'on peut consolider. On peut traiter l'inflammation de cette paroi, on peut essayer de la consolider. Il y a des compléments, il y a des choses qui peuvent nous aider à bétonner notre paroi intestinale. Pour la flore intestinale, c'est plus compliqué parce qu'on a chacun notre propre flore intestinale. C'est-à-dire qu'on a des souches de bactéries qui sont communes, mais il y en a qui nous sont propres en fonction de notre environnement, de ce que l'on a mangé, d'où on a vécu. Du coup, c'est plus difficile de cibler vraiment ce qui est bon pour nous en bactéries ou pas ce qu'on appelle les probiotiques, mais ce n'est pas toujours… très facile de savoir ce qui est bon ou pas. C'est adapté à bien chaque sûr, individu. Il faut qu'on puisse faire des probiotiques spécifiques à l'individu. On travaille sur le génome de ces bactéries-là, de notre microbiote, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager, des points qu'on n'aurait pas explorés Moi, surtout, ce que je trouve d'important de préciser, c'est cette notion… pour le sommeil, pour tout ça, de pluridisciplinarité. C'est ce qu'on a dit. Je pense que pour pouvoir avancer dans ces souffrances de troubles du sommeil, qui peuvent aboutir à des fibromyalgies, les burn-out, c'est toujours un peu le même principe. Le burn-out, on retrouve toujours une situation de stress aigu ou vécu comme du stress parce que la personne était chronique. Déjà voilà exactement voilà mais vécu comme quelque chose de manière qui est vécu fort par la personne parce que déjà elle n'a plus de protection contre le stress parce qu'il est déjà fatigué. Vont se mettre en place des troubles du sommeil.
dès le matin de l'épuisement, du stress. Donc, c'est un vrai cercle vicieux et les gens arrivent, ils sont épuisés. Et souvent, ils me disent, mais je ne suis pas dépressif, je suis épuisé. Mon corps est fatigué, mon cerveau est fatigué. Ils ne parlent pas de dépression, ils parlent vraiment d'épuisement, quoi. C'est ça, on a envie de faire des choses, mais on n'a Bien plus sûr. l'énergie pour les faire. Et du coup, oui, c'est pas des symptômes, il n'y a pas forcément Non. de tristesse associée, Non, pas du mais tout. juste un sentiment d'épuisement. Tout à fait. Et voilà, c'est très frustrant. Et puis surtout, on se demande quand est-ce qu'on va S'en sortir. s'en sortir, voilà. Bien sûr. Et justement, dans ces cas-là, on va retravailler sur le sommeil, sur la qualité du sommeil, sur comment bien se nourrir le soir pour fabriquer notre mélatonine. Sur le matin, qu'est-ce qu'on va manger pour fabriquer notre dopamine. Si besoin, on peut supplémenter un petit peu pour permettre à ce cerveau de refabriquer tout ça. Avec des compléments de qualité, bien sûr. Et puis, fait par des professionnels, bilantés. On ne prend pas des compléments à l'aveugle, parce qu'à l'inverse, ça peut être très délétère. Hein. On ne sait pas du tout en quoi on joue quand on en prend 150 000. Moi, je vois en cancérologie, je tire bien la sonnette d'alarme. On ne prend pas de compléments à l'aveugle en cancérologie. On ne sait pas du tout certains compléments, comment ça peut fonctionner avec la chimiothérapie. Donc, faire très attention à ça. Voilà, en partenariat avec les autres. Bien sûr. C'est toujours pareil. C'est ensemble qu'on pourra arriver à améliorer ces situations chroniques. D'où l'importance de la pluridisciplinarité. Tout à fait. Tu sais que sur ce point-là, on se rejoint complètement. Alors, quand on a envie de te rencontrer, tu consultes ici à Yssingeaux, mais aussi dans la Loire, à la clinique du Parc, tous les mardis. Tous les mardis. Voilà, on pourra éventuellement mettre le numéro de ton secrétariat pour que les gens puissent te contacter. Merci. C'est moi qui te remercie. J'espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a apporté des pistes. Et c'est intéressant de voir que quand on parle sommeil, ce n'est pas seulement une question justement du moment de l'endormissement ou ce qui va se passer dans la nuit. Ça commence dès le matin et ça commence aussi dans l'assiette. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette interview et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre avec un autre professionnel. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.